Allez, on va maintenant parler d'un autre sujet, mais on est toujours évidemment autour de la notion de la puissance du collectif, de l'innovation. Et je vais vous demander d'accueillir deux nouveaux invités, Emmanuel Markovitch et Gilles Grange. Merci de les accueillir tous les deux. Donc, m'ont rejoint Emmanuel Markovitch, responsable innovation et développement de Haut de Paris, et Gilles Grange, délégué général de l'Institut de la sociodynamique. On donnera évidemment, Gilles, une définition de la sociodynamique dans quelques instants. Ce qu'on souhaitait donc faire à travers cet échange, c'est de parler donc de cette puissance du collectif avec le bénéfice que peut apporter la sociodynamique dans la mobilisation des parties prenantes qui sont nombreuses, bien évidemment, dans une organisation et dans la mise en œuvre d'une démarche d'innovation à travers l'exemple que vous allez nous présenter, Emmanuel. Gilles, je vous allez être très attentif au discours d'Emmanuel, et puis ensuite on verra évidemment comment la sociodynamique, que vous nous expliquerez, peut apporter quelque chose. Emmanuel, on commence déjà peut-être par parler d'innovation. Aujourd'hui, chez Haut de Paris, ça se traduit comment cette innovation et à quel niveau ? Alors déjà, juste rappeler vite fait, Haut de Paris, c'est le service public en charge de produire et distribuer l'eau aux Parisiens. Et on distribue 50% d'eau de rivière et 50% d'eau de source. Et c'est important parce que finalement, cette innovation, elle va s'illustrer sur tout le parcours de l'eau. Je peux donner un petit exemple. En amont, par exemple, on a 160 000 hectares d'aires de captage. On va accompagner une centaine d'agriculteurs avec un système d'aide innovante approuvé par l'Europe, et aussi essayer d'utiliser les données satellitaires du programme européen Copernicus pour savoir qu'est-ce qui se passe sur ces aires de captage. Est-ce que les sols sont nus? Est-ce qu'il y a une rotation des cultures ou pas? Tout ce qui peut avoir un impact sur la qualité de l'eau. On va aller vite, parce qu'il faut rattraper le temps. Donc, on va aller le parcours, on va passer les aqueducs, les usines, et on va arriver dans Paris, au plus près du consommateur. Pour un autre exemple, pour illustrer l'innovation, on essaie d'encourager la consommation d'eau sans déchets plastiques à usage unique. Et pour ça, via un système d'open innovation, on a développé des nouveaux modèles de fontaines où il est plus pratique de remplir sa gourde, et aussi qui propose de la brumisation pour lutter contre les îlots de chaleur urbains. Et on s'est dit, c'est un peu dommage quand même, il y a quand même plein d'eau dans Paris, on ne va pas mettre des fontaines à tous les pâtés de maison. Et donc, on a essayé de fédérer un collectif des commerçants alimentaires ou non, tout type d'établissement, pour qu'ils mettent gratuitement à disposition leur point d'eau. Vous pouvez remplir leur gourde, veiller sur les petits logos ici, Choisis l'eau de Paris. On a aujourd'hui 800 partenaires, on essaye d'élargir. Voilà, dans cette logique où c'est aussi finalement de l'innovation, plutôt que de développer un nouveau modèle, comment s'appuyer sur l'existant. Voilà, donc ça c'est le champ de l'innovation. Alors vous avez mis en œuvre, c'était en 2019, une démarche d'innovation participative. Comment est-ce que vous y êtes pris ? Alors, on est un industriel de l'eau, donc on était très orienté traitement et matériaux autour de l'eau, peut-être que comme seulement dans du progrès, selon les échanges précédents. Et il y a eu l'ambition d'un projet entreprise 2021-2026, fort ambitieux, de transformation numérique, transition écologique, et la volonté du directeur général qu'on fasse ensemble, qu'on casse les silos. Avec une définition de l'innovation qui était faire différemment pour répondre à ces enjeux. Et du coup, naturellement, s'est imposée cette démarche d'innovation participative pour se faire ensemble. Je pourrais reprendre un peu, pour résumer, les propos de Michel Serres, qui dit que l'innovation, c'est sortir du cadre de ses propres frontières, de savoir collaborer avec d'autres expertises que les siennes, parce que l'interdisciplinarité va favoriser l'imprévu, l'innovant, la sérendipité. Donc, on avait un peu cette ambition qui a été posée. D'accord, donc ça c'est une démarche qui s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle politique de l'entreprise, donc c'est accompagné évidemment par le comité de direction. Et puis à partir du moment où vous décidez de mettre en place cette démarche, vous vous rapprochez, allez on peut se le dire, d'innovateurs. Alors au début on y va en test and learn, puisqu'on n'avait jamais fait ça, ce n'était pas nos missions premières. Quand on s'est embarqué dedans, on a fait des défis collaborateurs avec des directions amies, et puis on a découvert Innovacteur, et ce qui nous a beaucoup aidé, c'est le référentiel, avec ces 7 ambitions. Et ça a été un peu guidé notre feuille de route. Et je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont fait. Il y a un super petit outil là dans Excel où on s'auto-évalue. Et on a le petit graphe pour voir où on en est. Nous, on s'est beaucoup appuyé dessus pour voir comment on évoluait. Et donc, en s'appuyant sur ce référentiel, on ne faisait que des idées provoquées. Donc, on s'est mis à faire des idées spontanées pour permettre à chaque collaborateur de pouvoir faire différemment dans son quotidien, lui donner cette capacité d'agir sur son métier pour gagner en performance ou pour que ça soit plus agréable de le faire. Donc il y avait un peu ce partage de savoir-faire.
Mais par contre, on a rajouté aussi les méfaires. C'était important, les méfaires. C'était important pour moi que l'individu soit pris aussi dans ce qui l'anime pour participer à cette démarche. Et ainsi, par exemple, on s'est appuyé sur quelqu'un qui était fan de drone à titre personnel, qui accompagnait une direction dont il ne faisait pas partie, dans l'expression d'un cahier des charges pour un défi innovation, pour développer un drone dans les égouts, où on a beaucoup de gens qui sont sensibles à l'écologie et donc qui proposent, dans le cadre des idées spontanées, beaucoup d'idées à impact environnemental. Il y a à peu près 47% des idées développées qui sont dans ce sens. Voilà. Donc il y a évidemment les idées pour de la résolution de problèmes, mais il n'y a pas que ça. Vous travaillez aussi sur l'idée de l'intention. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important dans votre Exactement. Donc effectivement, il y a des problématiques à résoudre où, on parle beaucoup d'IA, mais parlons aussi d'AI, d'Appreciative Inquiry, de valoriser ce qui fonctionne. Et nous, on est plutôt dans l'expérimentation. Voilà. C'est pour ça qu'on a pris comme définition le faire différemment. S'il y a de la rupture et qu'elle est nécessaire, tant mieux. Mais sinon, c'est ça. C'est une intention d'essayer, d'oser, et d'essayer, si possible, avec sobriété. Il y a l'exemple que j'ai donné tout à l'heure sur le réseau de fontaines. Je peux en citer un autre qui, par exemple, sur les vêtements, nos vêtements de travail, il y a un collaborateur qui s'est dit tous les jours, je vois ce gisement, parce qu'on a mené beaucoup de réflexions sur les gisements matériels ou immatériels, comment on pourrait les valoriser. Et tous ces vêtements de travail, des harnais qui ont des durées de vie, même s'ils ne sont pas cassés, réglementaires de sécurité. Et il s'est dit, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et là, on vient de faire des prototypes de pochettes ordinateurs en récupérant les zips, les morceaux des harnais, les morceaux de tissu. Et là, à l'occasion de la semaine européenne des déchets, cette semaine, on fait une grande récolte auprès des collaborateurs. Voilà. Et donc, c'est une intention, on teste, et là, du coup, ça va se concrétiser, on va développer les idées. D'accord. Alors, pour soutenir cette démarche, la développer au sein de l'entreprise, vous avez mis en place une plateforme sur laquelle les collaborateurs peuvent contribuer. Tout à fait. En fait, on a vite une limite sur notre fichier partagé sur le serveur, et on voulait surtout plus qu'une boîte à idées. On voulait qu'il y ait de l'interaction, que ça soit simple bien sûr pour déposer, qu'il y ait de la visibilité, mais aussi de l'interaction. On a utilisé une plateforme existante sur le marché, la plateforme Campus. Et il y a les codes des réseaux sociaux habituels, les pouces, les likes et surtout les commentaires. On invite à commenter, à enrichir, à faire grandir. Mais en fait, cette plateforme, c'est que le début de la conversation. On va la continuer après avec les collègues, des petits groupes d'experts ou des amateurs. Et on va continuer, on va faire grossir l'idée en atelier. Et c'est ça qui rend heureux aussi ce partage. Et on revient sur la plateforme pour dire où on en est après. Mais voilà, on a encore plein de choses à faire. La plateforme n'est qu'un outil, notre démarche n'est qu'un outil. J'espère que vous nous donnerez plein de conseils, Gilles, pour améliorer l'animation de notre démarche, qui est toujours en mode agile. On doit s'adapter. Mais cette plateforme, c'est évidemment aussi un outil d'émulation du collectif. Et c'est là qu'on retrouve cette notion de la puissance du collectif. C'est-à-dire que tout le monde peut contribuer et vous élargissez même au dehors de l'entreprise. Tout à fait. Donc tout le monde peut contribuer, c'est accessible depuis l'intranet et on fait beaucoup de campagnes et les gens sont fiers et regardent leurs idées. Et notre collectif, effectivement, il n'est pas que interne. On a lancé aussi des défis Open Innovation avec l'extérieur, mais ça se rejoint en fait nos deux démarches. Puisque ça va être souvent des idées des collaborateurs internes portées sur notre plateforme Néo qui vont susciter cet appel à l'écosystème innovant, que ce soit vers les clusters de pôles de compétitivité ou des collectifs concrets à l'occasion de ces preuves de concept avec l'externe. Alors, donc, si Gilles est avec nous aujourd'hui, c'est pour nous donner des intentions peut-être de comment la sociodynamique pourrait contribuer à la puissance du collectif, au développement d'une démarche d'innovation. Mais avant cela, il faudrait peut-être qu'on sache ce qu'est la sociodynamique. Tiens, une petite question comme ça. Moi, j'ai dit non au départ. Hein. Qui sait ce que c'est la sociodynamique? Qui connaît la sociodynamique? Ah, je me sens moins seul tout d'un coup. Ah, quand même, il y a des mains qui se lèvent au fur et à mesure. Donc, quand même, une grande majorité qui, à mon image, ne connaissait pas la sociodynamique avant qu'on emploie la première fois le terme. C'est quand même formidable. Il y a 4 réponses positives. C'est énorme. C'est un score. Je suis très heureux. par rapport aux autres publics que vous avez habituellement. J'ai bien fait de venir. Alors, merci. Bon. Alors, la sociodynamique. Alors, la sociodynamique, comme son nom l'indique, c'est un corpus d'outils et de méthodes qui s'intéressent aux relations sociales dans les organisations. Bon, à l'évidence, c'est mal connu.
Et c'est pour ça que l'Institut de la sociodynamique existe, pour faire connaître ce corpus. Très concrètement, c'est un machin qui est né dans un cabinet de conseil il y a déjà quelques années. Et ce n'est pas un modèle académique, c'est un ensemble, c'est pour ça qu'on parle de corpus, qui est né à la demande de clients et qui s'est construit de manière pragmatique, de manière itérative, en réponse à des questions de clients, puis une formalisation, puis un retour chez des clients. Enfin bref, ça s'est construit de manière, je dirais, bricolante et à l'origine, de manière micro sur des questions de comment j'analyse une relation entre deux partenaires, puis en dézoomant, on est arrivé à des questions plus générales d'organisation des collectifs, en passant par des réflexions sur les modes de gouvernement, sur les bonnes manières de mobiliser des équipes. Bon. Avec un principe de réflexion assez général qui est de repérer quels sont les facteurs importants à la manœuvre et de comprendre comment ils se mettent en dialectique et comment on peut dépasser cette dialectique qui apparaît, cette tension qui apparaît d'abord contradictoire entre deux facteurs clés. Voilà. Le principe de la sociodynamique, c'est ça, c'est de chercher des outils pratiques simples qui permettent d'analyser une situation et d'agir. L'idée, c'est d'agir pour la performance. Voilà. Donc, la sociodynamique est un machin. Oui, dit. peu Voilà. importe. En tout cas, ce n'est pas un modèle qui va vous permettre d'avoir des solutions toutes faites sur étagère. C'est un outil qui va vous permettre de comprendre une situation et, partant de cette compréhension, de dire quel est mon projet et comment je peux, fort de cette compréhension de la situation, agir, partant d'un principe simple qu'Innovacteur partage largement, qui est de dire, de fait, l'homme est au cœur de la situation et comment je fais pour faire en sorte qu'il soit heureux. Parce qu'il ne s'agit pas de placer l'homme au cœur, il est au cœur. Bon, la seule vraie question, c'est comment on fait pour qu'il soit heureux et pour que, de fait, il se développe en contribuant à cette performance. Et de préférence, compte tenu de tout ce qu'on a dit ce matin, d'une manière qui permette que les choses soient durables et respectueuses, effectivement, de l'environnement. Alors, dans ce corpus, il y a un certain nombre d'outils. Voilà. Alors, les outils sont pratiquement plus connus que le terme sociodynamique. Le premier de ces outils, à la fois en termes de notoriété et d'apparition historique en scène, c'est ce qu'on appelle la carte des partenaires. En quelque sorte, c'est un état des lieux. C'est à l'instant où on se parle et compte tenu du sujet dont on parle, qui sont les partenaires concernés. Et de faire une liste exhaustive des partenaires concernés et de se poser la question de quels sont ceux qui me sautent aux yeux à l'instant T et quels sont ceux que je serais bien inspiré de faire rentrer en scène compte tenu de mon projet. Alors, soyons pratiques, prenons juste un exemple concret. Si je veux par hasard faire un train entre Londres et Paris, si vous regardez une carte, il n'y a aucune raison qu'il passe par Lille, parce que c'est franchement pas sur le chemin. En revanche, si vous voulez que le projet aboutisse, c'est assez malin de le faire passer par Lille, parce que ça aide. En tout cas, l'expérience montre que ça a aidé. Bon. Donc on identifie les partenaires et on identifie surtout leur intérêt par rapport au projet ou leur non-intérêt par rapport au projet. Parce que l'étape d'après, c'est effectivement de les positionner sur quelle est leur position par rapport au sujet à un instant donné et comment je peux faire évoluer cette position dans le temps. Puisque le présupposé, c'est de dire on peut faire évoluer la position des acteurs dans le temps sur un sujet donné. S'il s'agissait simplement de leur mettre une étiquette et de dire il y a mes copains et les autres, ça n'aurait aucun intérêt. L'intérêt, c'est de dire aujourd'hui ils sont là, qu'est-ce que je peux faire pour qu'ils changent de position par rapport à mon projet. Bon. Et donc, le deuxième registre d'outils, ça va être les stratégies qu'on peut développer pour les faire changer de position. Parce qu'évidemment, une fois que j'ai identifié que dans une relation, il y a de la synergie, ce qui nous rapproche, la part de pont, et puis de l'antagonisme, ce qui nous sépare, et que les deux existent à la fois dans la relation, ben je peux identifier différentes attitudes de partenaires. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas l'heure et on n'a pas le temps. Non, mais on identifie assez facilement qu'il
Il y a des gens qui ne sont pas engagés sur le sujet. Bon, si je vous demande votre position sur le championnat du monde de bilboquet, il est probable que vous n'avez pas forcément un avis très précis sur la question. Bon, donc vous allez dire bof. En gros, votre principal avis sur le sujet, ça va être bof. En revanche, si je vous demande votre avis sur les différentes manières de mettre en place de l'innovation dans vos organisations, là, votre œil va s'éclairer, vous allez avoir une détermination beaucoup plus forte et vous n'aurez pas forcément tous le même avis, mais vous aurez un avis. Bon. Donc, on n'a pas la même quantité d'engagement sur les différents sujets. Et sur certains sujets, vous allez être très engagé et vous allez avoir un avis très fort et vous allez dire moi je suis d'accord avec le président parce que le président a raison et parce qu'il faut soutenir le président et parce que bon et voilà, c'est une bonne idée. Bon. Et puis d'autres vont dire oui mais quand même il y a ce qu'il propose, c'est très intéressant, mais quand même on peut considérer qu'il faudrait qu'il fasse attention à ou bon, et vous allez être donnant en disant oui mais quand même bon, un peu hésitant. D'autres seront totalement engagés, mais quand même très, très opposés sur d'autres sujets, un peu déchirés. Bon, d'autres seront grognons. Hein. Oui, mais quand même, il faut faire attention. Bon, d'autres sont très opposants. Enfin bref, vous connaissez ces positions, on n'invente rien, mais cette carte des partenaires permet de les mesurer. Je vous épargne le système de mesure, mais c'est un truc de consultant. Donc il y a 4 positions sur la synergie, il y a 4 positions sur l'antagonisme. C'est très simple à identifier, mais ça permet de repérer la position des partenaires et par rapport à cette photo de la situation au départ, de se dire comment je vais agir avec chacun pour optimiser la quantité d'énergie que je mobilise sur le sujet. Oui, parce que ça, vous le disiez, il y a ceux qui sont en synergie, donc c'est bien, ils sont sur l'engagement. Puis il y a l'antagonisme, oui. Donc ça, c'est les gens avec qui on se bat. Vous m'aviez, quand on a préparé cette séquence, vous m'avez dit il y a un syndrome qui permet d'expliquer ça, c'est le syndrome de la pie. Oui, les pies sont attirés par tout ce qui brille. Et souvent, les dirigeants sont attirés par les opposants. Parce qu'on est construit de telle manière qu'en général, quand on a un opposant, eh bien, on va essayer de le convaincre. Voilà, c'est comme ça. Parce qu'on se dit, s'il n'est pas d'accord avec moi, c'est qu'il a mal compris. Et s'il a mal compris, c'est peut-être que j'ai mal expliqué, donc je vais lui réexpliquer. Et donc, on lui réexplique. Puis après, on essaye de lui réexpliquer autrement. Et puis, on passe un temps considérable à user le soleil pour essayer de lui réexpliquer parce que s'il avait bien compris, il serait forcément d'accord avec moi. Bon. Donc, il y a le cas où il a mal compris parce qu'il est con. Bon. Et d'ailleurs, s'il est vraiment opposant, c'est qu'il est vraiment con. Bon. Et puis, sinon, c'est qu'il a mal compris. Donc, et tout ce temps-là, c'est du temps qu'on vole à tous les autres qui sont nos alliés ou qui pourraient devenir nos alliés. Donc en gros, si on veut que le chef nous accorde de l'attention, il faut être un opposant. Vous avouez que c'est quand même pas très productif, parce que si on veut que le chef passe du temps avec nous, eh bien, il faut grogner. Donc en gros, on fabrique des grognons, voire des opposants. Donc voilà, le réflexe naturel nous pousse à fabriquer des grognons, ce qui est quand même pas très productif. Voilà. Donc, grosso modo, la stratégie des alliés, elle pose des principes d'action qui sont extrêmement simples à édicter, un tout petit peu plus compliqués à mettre en œuvre. Mais le premier, c'est de dire, commencez par identifier qui sont vos alliés. Voilà, c'est très simple à édicter. Après, vous faites votre carte des partenaires et vous dites, ben voilà, mes opposants, c'est ceux-là. Les hésitants, c'est ceux-là. Les passifs qui dorment, c'est ceux-là. Mes alliés, c'est ceux-là. Bon. Et souvent, on fait des découvertes. Parce qu'on croit savoir. Mais en fait, ce qu'on a en tête, c'est le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont des pistolets chargés et ceux qui creusent. Bon. C'était Audiard qui disait ceux qui les écoutent. Donc, en fait, dans la vraie vie, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Il y a mes opposants. Et puis, comme pour ceux qui ont connu l'Union soviétique, on disait à l'époque qu'il y a les alliés potentiels objectifs. Bon, et c'est ça qu'il faut discerner, c'est les vrais opposants. Et puis, savoir que les passifs, les hésitants
et les alliés, tout ça, ça constitue une autre population qui généralement représente à peu près les 2/3 de la population concernée, qui sont des gens qui peuvent contribuer plus ou moins activement à la réussite de mon projet. Et c'est cela qu'il faut mobiliser. Et le deuxième principe, c'est mobiliser les hésitants et les passifs. Et le troisième principe, c'est traiter les opposants. Et c'est dans cet ordre. Et c'est contre-intuitif. Enfin, on n'a pas inventé l'eau tiède, mais c'est dans cet ordre. Et alors que, intuitivement, on fait l'inverse. Et donc, il ne faut pas passer du temps contre nos opposants. Il faut passer du temps pour le projet. Pour le projet. Bon, Alors, c'est tout bête à dire, mais sauf que dans la vraie vie, on fait le contraire. je ne sais pas si chez Emmanuel, il y a des passifs et des hésitants. Peut-être qu'on en parlera avec elle dans quelques instants. Mais Moi, je sais qu'il y en a. si on Je ne suis appliquait, jamais allé, mais je sais qu'il y en a. si on appliquait les principes de cette carte des partenaires, stratégie des alliés, à une démarche d'innovation, par exemple comme celle d'Haute Paris, comment ça fonctionnerait, comment on pourrait imaginer la chose? Bon, alors moi, je n'ai pas de recette sur étagère. Et d'abord, il faudrait qu'il y ait une question. Mais bon, prenons comme hypothèse qu'il y aurait une question. Comment traiter les opposants? Alors, je vais y venir juste après. Parce que, comme je disais que c'est par là qu'il faut finir, je ne vais pas commencer par là. Je ne tomberai pas dans ce piège-là. Mais je répondrai quand même. Le premier des sujets, c'est d'avoir un projet. Il faut que les dirigeants dirigent. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ne le font pas, hein, que les choses soient claires. Mais on évoquait tout à l'heure, ce matin, brièvement, a été évoqué le fait de dire oui, il faut commencer par repérer les problèmes. Ça ne peut pas nuire. Mais ma recommandation, ce serait plutôt de commencer par transformer les problèmes en projets. On ne mobilise pas sur un problème. Le trou de la Sécu, c'est un vrai sujet, mais on ne peut pas mobiliser sur le trou de la Sécu. On ne peut pas mobiliser des gens sur un problème. Le vrai sujet, c'est de transformer le problème en projet. Et là, on peut mobiliser sur un projet. Et le rôle du dirigeant, c'est de formaliser un projet. Et ça commence par son premier cercle. Enfin, ça commence déjà par sa conviction personnelle. Il faut déjà avoir un projet personnel et le partager avec son premier cercle. Et son premier cercle, c'est en général 1 ou 2 personnes. Donc, il faut avoir un projet et le partager avec un premier noyau. Et puis après, on peut élargir. Et donc, ça commence par un pré-projet, par un pré-affichage. Et puis, une fois qu'on a quelque chose d'à peu près avouable, on peut là avoir un pré-projet et faire un premier affichage. Au niveau du CODIR, c'est déjà pas mal. Bon. Et là, on peut faire ce qu'on appelle, nous, une tournée des popotes. Bon, enfin bref, en tout cas, vous faites des entretiens approfondis avec un premier cercle qui sont en quelque sorte des entretiens d'actionnement. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas juste au fait, qu'est-ce que tu en penses, mais c'est qu'est-ce que tu peux faire pour le projet. Donc, on est dans une logique de mobilisation au sens étymologique du terme, c'est mettre en mouvement. Et de fait, on va commencer à changer le projet. C'est-à-dire que la vraie question, et ça rejoint exactement ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est pas seulement qu'est-ce que tu peux faire pour le projet, c'est comment est-ce que ton projet personnel peut contribuer au projet d'ensemble. Et donc, effectivement, chacun peut gauchir un peu le projet pour s'inscrire dedans pleinement. Il vaut mieux un projet qui va être un peu différent, mais dans lequel chacun va s'inscrire sincèrement et de manière véritablement engagée, parce que là, ça va avancer. En gros, il vaut mieux un TGV qui passe par Lille et qui va à Londres, plutôt qu'un corail qui s'arrête à Calais, quoi. Bon. Donc, c'est un peu caricatural, mais je crois que vous avez compris l'idée. Réaction, Emmanuel? Alors, comment on traite les opposants? Voilà. Souvent, il vaut mieux sous-traiter. Je m'explique. Je ne voulais pas dire que sous-traiter à moi, mais ça peut être une bonne idée. Mais non,
je voulais dire sous-traiter à vos alliés. C'est-à-dire que le mieux, c'est de ne pas, enfin, c'est de perdre le minimum de temps avec ça. Et donc, vous avez des alliés, confiez-leur une mission de confiance qui est de perdre du temps pour vous avec les opposants. Emmanuel, réaction. Elle voulait réagir. Ah ben oui, on a qu'un micro pour deux. Non, je pense intuitivement, on a un peu eu cette démarche de partir de convictions personnelles partagées, puis d'aller voir des alliés, de travailler même en cachette avec certains collaborateurs, mais qu'on doit aller vraiment plus loin et que là, on est dans la phase où on ne sait pas trop comment toucher les hésitants. Les passifs, on a hésité aussi, mais sans méthodo, donc on est toujours dans cet apprentissage parce qu'on a essayé même de trouver, des fois pour des personnes qui avaient des envies, de leur trouver des sponsors, un collègue qui allait les aider à poster l'idée, et puis une fois qu'on leur a dit oui, finalement, 2-3 fois, il ne se passait plus rien après. Mais c'est parce qu'on l'a fait sans méthode. Donc, voilà. Et les opposants, aujourd'hui, on ne s'y attaque pas encore. La difficulté avec les passifs, c'est qu'il y a un effet de source. C'est-à-dire que le passif, il est fond de fauteuil, il observe et il voit le dirigeant qui vient lui parler et il se dit, le dirigeant dirige. Donc, il me tient des propos de dirigeant et il est dans son rôle et il est respectueux et rassuré d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il aime bien que le dirigeant dirige, mais ça ne le fait pas bouger. Parce que voilà, chacun dans son rôle. Bon. Lui, s'il est passif, c'est pas parce qu'il est handicapé et incapable de bouger. C'est parce qu'il a choisi d'être là de passage pour d'autres raisons. C'est-à-dire qu'il a des engagements ailleurs. Bon. Et ce qui peut l'amener à bouger, c'est soit que le projet évolue et rejoigne les siens, soit que d'autres personnes plus proches de lui lui donnent des raisons de. C'est-à-dire que ça rejoint ce qui a été évoqué tout à l'heure. Ce qui fait bouger, c'est donne-moi des raisons de. Bon, il y a une dimension, j'allais dire, intellectuelle de. Puis le deuxième sujet, c'est donne-moi envie de. Et on rejoint la dimension émotionnelle qu'on a évoquée à plusieurs reprises ce matin. Et puis après, c'est aide-moi à. C'est-à-dire qu'il faut aussi apprendre. Il y a une dimension d'autorisation, puis il y a une dimension de compétence et de savoir-faire qui n'est pas toujours disponible. Et puis après, c'est comme il faut faire tourner les assiettes, il faut répéter. L'entropie, c'est quand même une réalité. Et souvent, il faut aussi reconnaître et se mettre à la place des personnes concernées. Dans la réalité quotidienne, pourquoi bougerait-il et à leur place, le ferait-on vraiment, quoi. Je veux dire, il y a aussi une réalité, une pesanteur du quotidien qui fait que, la dimension « il devrait bouger », soyons un peu concrets, quoi. Et est-ce qu'à leur place, on aurait véritablement envie de bouger tous les jours ? Il y a des métiers où on peut se poser la question. Alors, vous parliez de faire tourner les assiettes. On va aller les remplir dans quelques minutes, à défaut de les faire tourner. Donc, on va juste terminer. Il y a 2 commentaires et une dernière question pour vous, Gilles. Alors, déjà, difficile de ne pas consommer l'essentiel de notre temps à convaincre les opposants lorsqu'ils bloquent le projet. Ça, on sent que ça demande de l'énergie. Comment inciter les opposants ? Alors, non, ce n'était pas celle-ci. Plus que la performance, la sociodynamique nous aide à faire avancer des enjeux de transformation en faisant travailler un réseau collaboratif et coopérant. Ma dernière question, elle est toute simple et elle est pour l'ensemble de celles et ceux qui sont avec nous aujourd'hui, qui sont membres d'Innovacteur. Comment aujourd'hui Innovacteur justement pourrait utiliser cette stratégie pour développer sa puissance du collectif au service de cette innovation désirable que nous attendons tous. J'ai comme l'impression que c'est une question piège. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas du tout pourquoi. Mais je suis tenté de dire que ça a démarré. C'est-à-dire que si j'ai bien lu le programme cet après-midi, il y a l'annonce il y a un pré-affichage du projet, de la raison d'être. Enfin, ça ressemble à l'affichage d'un projet. Il y a une tournée, enfin en tout cas, moi, je peux parler pour l'Institut de la sociodynamique. Je sais qu'on a forcément des choses à faire avec Innovacteur et je suppose qu'on n'est pas les seuls à être
contacter pour être en relation et se poser la question de tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Ça ressemble exactement à ce que j'évoquais tout à l'heure en termes de tournée des popotes et de tiens, au fait, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ce projet et qu'est-ce qu'on pourrait développer ensemble? C'est une démarche de mobilisation. J'imagine qu'en interne, il y a la même logique. En tout cas, j'ai entendu ce matin qu'il y avait eu une démarche d'entretien et de... Bon, c'est cette même logique de mobilisation qui est de voilà le projet, comment les uns et les autres se positionnent dessus, quelles initiatives peuvent être prises pour, et puis ensuite de battre la mesure, d'agir. Et chacune des actions qui est posée permet à la fois de faire exister et le projet et les acteurs qui y contribuent. Et c'est, on prouve le mouvement en marchant. Dans l'ouvrage de référence qui traite de ces questions en matière de sociodynamique, c'est un livre que vous trouverez plus dans les bonnes librairies du XXe siècle ou dans les ventes de seconde main qui s'appelait, c'est un livre qui s'appelle L'art de gouverner, qui est un bouquin de Jean-Christian Fauvet. Une des maximes de conclusion, c'est de dire gouverner, c'est donner aux gens le goût d'exister. Exister au sens sociodynamique du terme, ça veut dire s'engager. Donc, donner aux gens le goût de s'engager, c'est ça le challenge. Et ça vaut pour Innovacteur comme pour toutes les organisations. C'est comment je donne aux gens le goût de se lever le matin. C'est ça le défi de gouverner, quelle que soit l'organisation dont on parle. Merci. Emmanuel, pour un petit mot de conclusion. Oui, en conclusion, parce qu'effectivement, on a parlé techno, process et relations humaines. Et moi aussi, j'avais une petite citation sur le goût qui était donnée par Justine Dupuis, professeure doctorante en philosophie, et Emmanuelle Duez, la fondatrice de The Bonhomme Project, qui dit ce souffle fraternel, ce goût des autres, voilà ce qu'il faut transmettre aux hommes et aux femmes de l'entreprise pour qu'ils se sentent portés vers une œuvre commune dans un collectif cohérent. Et je trouve que ça résume un peu ce qu'on s'est dit. Et ce sera le mot de conclusion. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.